Cette famille a créé un véritable paradis au milieu d'une campagne verdoyante dans le sud-ouest de la France. Ils ont entièrement autoconstruit leur maison écologique et construisent en ce moment même sur leur terrain une grande maison en terre paille sur 2 étages. Ils produisent une grande partie de leur alimentation grâce à un incroyable verger ainsi qu'à un potager luxuriant et ultra productif. Leur lieu est juste dingue et ça a été une source d'inspiration exceptionnelle pour moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu et n'oubliez pas d'activer la cloche essentielle pour pas rater les prochaines vidéos. Ah oui, un petit pouce bleu est le bienvenu aussi. Allez, je vous emmène avec moi dans cette micro-ferme du futur. J'ai une famille qui vit en harmonie avec la nature. C'est parti. Ok, bah vous dites quand vous êtes prêts. Vous êtes prêts? C'est bon, il a dit qu'on était prêts. On est dans les Pyrénées ariégeoises, dans un village qui s'appelle Alzin, donc en Ariège. On a acheté ce terrain il y a 5 ans et on a commencé à planter l'hiver 2021. Donc tous les arbres qu'on voit ici ont été plantés il y a un peu moins de 4 ans. C'est un terrain qui fait 1,5 hectare où on a pu construire notre maison parce qu'il y a un petit bout constructible. Enfin, on est en train de la construire la maison et donc dessus on a planté un verger conservatoire mais aussi de production. Pour l'instant on a une production de petits fruits qui a commencé là. Cette année on a récolté bien 150 kg de cassis, framboises, groseilles à macro que je commence à transformer en confiture, coulis, éventuellement des petits fruits séchés. Je commence à faire des tests. Vous récoltez déjà des fruits sur le terrain, Ouais, pas mal. c'est fou comme c'est généreux et à quelle vitesse ça va en fait. Et juste avant de commencer à faire un tour, sur quel point vous êtes autonome ou en tout cas vous tendez au maximum à l'autosuffisance aujourd'hui? Quand on est arrivé, on était à 6 mois de légumes, j'avais estimé ça à peu près, 6 mois autonomes pour 4 sur l'année. Mais en fait sur le village, il y a des super maraîchers. Donc en fait là, on est plutôt sur le truc de se mettre en réseau. Nous on fait des petits fruits, de pouvoir faire du troc, de l'échange. Enfin, on a eu un moment ce rêve de se dire on va tout faire. De se dire on va être dans l'autonomie. Ouais. Mais c'est vrai que le potager maintenant on le fait plus par plaisir. On pourrait réussir avec une serre ici, il faut une serre en fait. Si on veut faire un peu des légumes primeurs, il faut avoir une serre pour pouvoir Parce qu'on est à étaler un peu la saison. 750 mètres d'altitude ici. Donc on est en climat montagne quand même. Et au fait, je vous ai dit en introduction que la riche terre d'Ariège leur a permis de planter une grande diversité d'arbres sur leur lieu. Arbres fruitiers, arbres d'ornement, il ne manque pas. Et justement, avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous parler d'un truc très simple que j'utilise au quotidien et qui a un réel impact sur la planète. On passe tous un paquet de temps sur internet, on fait des centaines de recherches et souvent on se rend pas compte que même ça, ça peut avoir un impact. Perso, ça fait des années que j'utilise Ecosia. Ecosia, c'est un moteur de recherche en apparence comme les autres, sauf que 100% de ses bénéfices sont utilisés pour des projets qui font du bien à la nature, notamment la plantation et la protection d'arbres un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, plus de 240 millions d'arbres ont été plantés grâce aux recherches des utilisateurs. C'est pas énorme franchement, pas pour compenser, pas pour greenwasher, juste pour restaurer les écosystèmes là où c'est vraiment nécessaire. Ce que j'aime avec Ecosia, c'est que ça demande aucun effort. Tu fais exactement les mêmes recherches qu'avant, sauf qu'à la fin, ça finance de la reforestation, de l'agroforesterie et des projets locaux suivis sur le long terme. Bref, si tu cherches une manière simple d'agir pour l'environnement sans changer ton quotidien, je t'invite à installer Ecosia sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et le lien, il est juste dans la description. C'est gratuit, ça prend 2 minutes et chaque recherche compte. Allez, maintenant on repart en Ariège dans ce petit coin de paradis. Morgane et Mathieu cultivent le plus beau potager que j'ai vu de ma vie. Un espace optimisé au maximum où chaque centimètre carré est occupé par de la nourriture saine et biologique. Il pleut énormément dans cette région de France, ils ont donc très peu besoin d'arroser et surtout ils ont construit une mare dans laquelle ils récupèrent une grosse quantité d'eau de pluie, ce qui leur permet également d'arroser leur potager. Donc là c'est un potager où vous faites pousser un peu tous vos légumes ou pas complètement? C'est un potager qui se transforme en pépinière au fil des années. Bon, il faut se frayer un passage au milieu des... À cette époque-là, il n'y a plus fleurs. d'allées. Les chemins ont été pris par les courges et faire attention, on met les pieds. On n'a pas trop arrosé. En fait, on a une sorte d'abreuvoir là-bas pour les enfants, une petite piscine. Et en fait, ils se baignent. Et après, par gravité, je mets un tuyau et j'arrose le jardin avec l'eau de la baignade, quoi. Comme ça fait piscine et arrosage du potager. Bon, là, on avait plein de concombres, mais là, ils sont arrivés à la fin. On a eu beaucoup de concombres tout l'été. Là, il y a des courges qui vont être récoltables d'ici 1 mois. Et alors là, pour que ce soit aussi luxuriant, vous avez nourri le sol avec quoi? On veut savoir, on veut le secret. Avec la terre d'Ariège, je pense que il y a la l'humidité, terre c'est un sol qui est naturellement riche. Après, on a un peu amendé avant. Il y a les poules du aussi quand même. fumier. Moi, j'ai en mettre les poules ici. Ouais, beaucoup de paillage, de matière organique, de broyade. Donc parfois c'est de la tonte d'herbe, parfois c'est du foin. En fait, voilà. Je pense que c'est un peu d'année en année, mais c'est aussi parce qu'ici on a un sol qui est naturellement riche et assez humide. Après, il faut l'entretenir. On part sur de bonnes bases, parce qu'avant, on vivait dans l'Aude.
Et on a eu beaucoup de jardins sur des terres très très difficiles. On passait 2-3 ans à améliorer la terre et puis finalement on déménageait. Et en arrivant ici, c'était royal. Alors on a des blettes, il y a beaucoup de blettes. Alors moi j'aime beaucoup laisser les plantes se ressemer toutes seules. Alors des fois je viens les chercher, je les repique là où ça m'arrange. Et donc les blettes, elles adorent mon jardin. Donc j'ai toujours plein de blettes que je mets à droite à gauche. Donc on en voit un peu là, mais il y en a vraiment partout. Des amarantes, ça j'ai découvert ça, je les ai mangées cette année parce qu'en fait c'est comestible et c'est chouette. J'ai fait des tartes justement blettes amarantes pendant le chantier collectif et super bon et très beaux légumes. Il y a beaucoup de courgettes. J'ai planté pas mal de courgettes. Pareil pour le chantier parce que la courgette on peut la mettre à toutes les sauces. J'ai des haricots verts là-bas mais qui commencent à être à la fin de leur production mais qui m'ont pas mal donné. On a des tomates ici. Bon il faut forcément des inconvénients au fait qu'on est dans un climat humide et riche mais les tomates dehors ça marche pas trop. Ah ouais. Après on peut avoir beaucoup de pluie sauf cette année qui était quand même sécheresse et quand il y a beaucoup de pluie on va avoir des maladies fongiques quoi. L'oïdium, le mildiou. Donc les tomates à l'extérieur, à part donc des tomates cerises qui marchent plutôt bien. Alors, elle est où ? Il y a des tomates cerises où ça j'en récolte pas mal dehors. Ça c'est parce qu'il y a eu la sécheresse, sinon elles n'auraient pas tenu. J'essaye tous les ans. Donc on a des tomates dans la serre. Et aussi comme le sol est très riche, on a beaucoup de limaces. Donc ça aussi à cause de l'humidité. Donc les limaces c'est un gros problème ici. Il y en a beaucoup qui abandonnent le potager À cause de ça? à cause des limaces. Ça peut être décourageant. Et vous avez d'autres ravageurs justement? Les rats-aux-pieds aussi. Ah ouais. Voilà. On veut parler ici des limaces et des rats-aux-pieds. On aimerait cohabiter, mais... On a quelques dégâts sur les arbres. Ça arrivait même quelques pommiers qu'ils aiment particulièrement. 2-3 pommiers là, de 2 ans qui se sont fait bien attaquer, mais il y en a qui sont repartis cette année. C'est un magnifique jardin potager, c'est incroyable, franchement. Là, dans mon tour, j'en ai rarement vu des aussi beaux, aussi fournis, franchement. Ah ouais. Alors là, vous avez vos animaux, donc vous avez des poules, poulets peut-être. Comment ça se passe? On a des poules. Et un petit cheptel cette année, on n'est pas énorme. On a eu des canards coureurs indiens à un moment donné. Ah oui, pour les limaces et les escargots, c'est ça? Et ça, on va sûrement reprendre. On attendait d'être plus tranquille avec le chantier pour pouvoir les gérer parce qu'ils se gèrent plus difficilement que les poules parce que les poules, elles les rendent toutes seules. On a un truc qui les ferme avec la lumière du soleil. Et donc là, on a nos petites poulettes avec le coq. On adore les œufs, donc au moins on a nos œufs. Ça fait depuis qu'on s'est rencontrés avec Mathieu qu'on a des poules. Combien de poules, combien de coqs et combien d'œufs par jour? Là pour l'instant, on a eu 2 poulettes qui ont disparu, donc on est à 6 poules et un coq pour l'instant. Et il y en a 2 qui ont 7 ans. Là-dessus, on a des poules à la retraite quasiment. On n'arrive pas à s'en défaire encore. Et on en avait racheté des nouvelles, mais il y en a 2 qu'on a perdues. Donc là, on a au moins 2-3 œufs par jour. Donc ça, pour la famille, ça suffit quoi. Mais pour être sûr sur l'année, il faudrait quand même qu'on en rachète 2 jeunes quoi. Quand il y en a 4 qui pondent pour 4 personnes, c'est large. Et donc c'est un poulailler mobile, ça nous permet aussi c'est les poules, on a un petit problème de tiques aussi en Ariège et les poules en fait elles mangent les tiques. Et vraiment, en tout cas moi j'ai observé ça quand on est arrivé, on avait beaucoup de tiques sur nous et en fait depuis qu'on a mis les poules parce qu'on les a fait passer partout, même là où on vit. Moi cette année j'ai eu 0 tiques sur moi quoi. Donc ça c'est cool. Mais sur leur terrain de 1,5 hectare, ils ont également bâti eux-mêmes de A à Z cette maison ronde écologique pour seulement environ 10 000 €. Ils y vivent à 4 toute l'année et ils sont bien au chaud tout l'hiver, même lors des périodes de grand froid et de neige. Et le mieux dans tout ça, ils n'ont pas renoncé à leur confort. Au contraire, je pense qu'on est nombreux à rêver de vivre dans une maison comme celle-là. Vous vivez ici, dans cette petite maisonnette, on va dire. 1 an et demi, ouais. C'est l'octogone, mais que j'appelle la cabane maintenant, parce que donc il y a 8 côtés. Donc on a conçu ça il y a 8-9 ans, on a commencé à faire les murs, donc c'est une ossature vraiment légère, je crois que c'est du 6-4 en bois. Tout est en bois, et isolé en fibre de bois aussi. C'était un peu plus compliqué de bien concevoir le toit, mais Mathieu il a fait une charpente super. Génial, toit végétalisé, pourquoi? Alors toit végétalisé, bon là la sécheresse est passée dessus, c'est moins joli comme ça. Et donc pour le soleil et pour l'hiver, ça change tout. C'est l'isolation. C'est vraiment, ça crée une inertie quoi. Et là vous vivez à 4 pour l'instant ici? Ouais, on vit à 4. Il y a 36 mètres carrés je crois. Elle fait 7,50 m de diamètre, donc je crois qu'on arrive à un truc genre 36 mètres carrés. Ouais. Ok cool, tu me fais visiter? Ouais, je te fais visiter. Alors là justement aujourd'hui il fait chaud. Ce qu'on fait c'est qu'on garde bien les portes fermées et je ferme les rideaux pour pas que le soleil chauffe. On arrive vraiment à garder une bonne température. On a mis je dirais 1 an à la construire, mais sachant qu'on a le démarrage de notre activité pépinière, donc on n'a pas passé à temps plein dessus. Donc on a un super système de linge pour pas
Excellent. qui monte avec des poulies. Et comme en plus la chaleur, donc le poêle est là. Donc c'est un petit poêle, hein, on a galéré à trouver des... Enfin un petit. Il y a plus petit que ça, mais je pense qu'il fait 5 kW. Et ça vous suffit pour bien chauffer en hiver? Ah oui, largement. Même voilà, on peut avoir trop chaud, quoi. Et donc la chaleur monte, donc le linge, c'est cool, il sèche super bien, même en hiver. Et donc cette charpente, là, on voit le pignon suspendu, là. Donc c'était pour éviter qu'il y ait un poteau central, et c'est très joli. Et donc ça, on l'a monté à la main. Donc sur des échelles avec des copains. Ouais, tout un chantier, mais je trouve ça chouette, c'était à la main, monter une charpente à la main, c'est rare. Là, il y a la chambre, les 2 chambres des enfants, donc ils ont chacun leur espace. Oh, incroyable! C'est pas tout à fait Ah, mais arrangé, ils ont de l'espace quand même. notre espace, parce que notre lit, il est quand même voilà, dans le salon. Donc ça, je dirais que c'est le truc, peut-être que si on devait rester longtemps ici, on ferait une petite annexe pour juste avoir notre chambre. Parce que du coup, ici, c'est une habitation provisoire, Voilà. en attendant que vous construisez la maison en C'est terre ça. paille qu'on Oui. ira voir. Ouais, c'est ça. Ok, génial. Exactement. Et c'est quoi les gros inconvénients et les gros avantages de vivre un peu dans une maison comme ça, auto-construite, en bois, avec un toit végétal, en rond? C'est voilà, comment ça se passe? Gros inconvénient, je dirais c'est là clairement l'espace intime pour nous, les parents. Ça c'est le plus gros inconvénient. Peut-être le côté que ça se salit assez vite parce qu'avec les chaussures, pourtant on enlève les chaussures à l'entrée, mais bon entre les enfants qui repassent. Donc, en fait c'est assez vite poussiéreux. L'avantage, mine de rien c'est petit et au niveau de la relation familiale c'est très cosy quoi, c'est chouette. Parce qu'on doit vivre ensemble, donc on a vraiment des relations proches avec nos enfants. S'il y en a un qui fait du bruit, on l'entend, donc enfin faut apprendre à se respecter. Et donc ça nous pousse aussi beaucoup à aller dehors. Voilà, finalement, même les enfants sont beaucoup à l'extérieur, nous aussi. Et on a quand même aussi cette relation à l'extérieur, donc on peut regarder les animaux, et c'est économique. Je veux dire, rien utiliser en bois. Moi, toutes les maisons de village, souvent c'était chauffé au bois, et des fois on utilisait 8 stères. 8 stères, ça coûte cher. Alors que là c'est nos chutes de chantier, et on consomme rien du tout. Je trouve ça génial. On veut savoir aussi combien ça a coûté, Ouais. un projet comme ça de construction, concrètement, voilà, en termes de chiffres. Ouais. Et si on compte la salle de bain, parce que mine de rien, la petite salle de bain, en fait, en matos, on est peut-être arrivé à 2000 €, le chauffe-eau compris. Je pense qu'en tout, on est à 10 000 € de matériaux. Voilà. Et nous, on n'a pas de payer de main-d'œuvre. Donc, en fait, moi, je suis musicienne aussi. Et la musique, mine de rien, j'ai pas mal d'instruments et ça prend de la place. Et donc là, ça me manque de place. Donc, il y a une salle de musique qui sera prévue dans la maison. Ça me motive bien d'ailleurs à faire le chantier parce qu'en vrai, sinon, mis à part la petite chambre, ça me suffirait quoi. Mais par contre, un espace musique, ça me manque. Mais ça les choque pas. Donc il y a la machine à laver le linge, un petit robinet et c'est baignoire. Ouais, tout en bois aussi. Baignoire et douche là. Là tu peux venir. Chauffe-eau à gaz instantané. Ça pareil, je voulais vraiment installer un truc solaire, Mais comme ici c'est un peu un truc provisoire, j'ai fait au plus simple, plus rapide et c'est cool. Alors les toilettes ils sont assez loin. Ah mais attends, là vous avez de la récupération d'eau de pluie ici? Ouais, moi j'aime bien récupérer l'eau de pluie partout. Ok, génial. Donc je la récupère aussi en dessous de la caravane. Et là c'était pour la serre qui est ici. Et j'ai quelques boutures en pot quand même. Je fais quelques plantes en pot, les plantes grimpantes. Et donc j'avais besoin d'arroser quoi. Donc le bois, nous on avait fait le choix de le scier. En fait on l'avait acheté en billes. Et donc il venait des PO, c'est du cèdre et du Douglas. Et on l'avait fait scier par une scierie mobile juste au village en dessous. Il y a beaucoup de bois quand même au final. Rien que la salle de bain c'est déjà énorme, le nombre de voliges, intérieur, extérieur. C'est vrai que ça c'est un poste, faut bien chiffrer le truc parce que là on passe à côté des caravanes, que c'est pour accueillir, c'est le premier truc qu'on a mis sur le lieu, donc nous on y venait. Et là c'est pour accueillir les woofers ou les copains, ouais. Et ici c'est les toilettes, c'est ça? C'est les toilettes, voilà. Ok. Donc les toilettes sèches, tout confort, avec la sûre du chantier, ça c'est, on produit pas mal de sûre. Donc, voilà, et puis on les stocke minimum 2 ans avant de les réutiliser. Plutôt sur les haies, en tout cas pas sur les légumes. Trop bien. Bah c'est un beau mode de vie, hein. C'est génial. Okay. Moi j'aime bien. Morgane et Mathieu cultivent aussi des centaines d'arbres fruitiers sur leur terrain et ils en vendent même une partie pour leur activité de pépiniériste. Ils construisent actuellement une grande maison en terre paille et Mathieu va nous détailler toutes les étapes de fabrication. Leurs projets sont exceptionnels et surtout prennent forme année après année pour créer un véritable coin de paradis, ici, en Ariège. Alors ici c'est notre petit jardin forêt qui est au plus près de la maison, donc c'est celui qu'on soigne peut-être le plus. Tu vois, c'est un peu des courbes en fait qui sont parallèles. On s'est inspiré du Keyline Design, qui est une méthode de plantation qui permet de favoriser un peu l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc il y a un gros travail de décompactage en amont. Et ensuite en fait on vient chercher un petit peu à jouer un peu avec les courbes de niveau. Donc là on n'est pas sur les lignes de niveau comme c'est le cas sur l'autre partie du verger où c'est des baissières. Je te montrerai après. L'avantage c'est que c'est aussi plus facile à
à entretenir parce que du coup les lignes sont parallèles. Voilà, donc il n'y a pas, sur une courbe de niveau, elles viennent se croiser sinon à des moments, donc tu n'as jamais les mêmes écartements. Donc c'est peut-être plus facile pour implanter le verger aussi, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Donc le verger là, c'est un mix, hein. En fait il y a une partie c'est du verger biconservatoire parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui nous servent de pied-mère pour multiplier certaines variétés, de fruitiers essentiellement, mais pas que, il y a beaucoup de petits fruits, tu vois, il y a des camerisiers, ça c'est les baies de mai. C'est un petit fruit qui donne très tôt en saison, au mois de mai. C'est la famille du chèvrefeuille en fait. C'est vrai que moi, niveau arboriculture, je m'y connais pas bien. C'est vrai que je suis plus jardin-forêt, mais plutôt en mode potager, on va dire culture maraîchère. Ouais, l'idée là, c'est que vous plantez du coup en pleine terre et après vous rendez racines nues les arbres, c'est ça, à l'automne? Ça, c'est la pépinière, ouais. En fait, ça, c'est les arbres fruitiers qui sont ici, nous servent de pied-mère. On va récolter des greffons dessus pour multiplier les variétés. On aimerait bien ne plus avoir à désherber, donc on a planté des mélisses, des tanésies, des consoudes. Moi, cette année, on a essayé de mettre on aimerait bien fleurir un peu pour ajouter un peu de couleur là. Et l'idée, c'est que en fait, ces bandes là, elles sont entièrement plantées. On réduise l'entretien, c'est un peu l'idée de. C'est la tanésie là qui est vachement importante. On l'utilise en paillage, on la coupe régulièrement parce que ça fait beaucoup de biomasse comme la consoude. Et donc on le met au pied des arbres, ça apporte de la vie, de la protection pour maladies. On a essayé de faire en sorte, donc l'idée de ce schéma de plantation là, c'est de ne pas avoir deux arbres de la même espèce côte à côte. Ça évite un peu la propagation des maladies, des pucerons. Donc du coup là, par exemple, tu vois, derrière c'est un hachis, ici c'est un cerisier, et là ici il y a un Elaeagnus multiflora. Donc ça c'est un fixateur d'azote, mais qui est aussi, qui lui va capter l'azote dans l'air. Il le restitue par ses racines. Si tu veux, tous ces arbres, on essaye de les intégrer dans le verger parce que du coup ils apportent aussi un équilibre aussi dans l'ensemble de l'écosystème qu'on essaye de créer pour voilà. Alors elles sont toutes petites là parce que du coup il n'a pas beaucoup plu. C'est très bon, c'est acidulé mais un peu sucré si tu veux goûter. Ah oui, c'est acidulé, ouais. Ouais. Ok. Il fixe l'azote, il est comestible et il est très joli en fleurs et il sent bon. Et oui, parce que Mathieu et Morgane sont avant tout pépiniéristes et le lien de leur site et de leur compte Instagram est dans la description de la vidéo. T'as construit ici vous êtes en train de construire votre maison en terre-paille. Alors explique-nous un petit peu comment vous l'avez construit, des fondations, on va dire jusqu'à maintenant, ce que vous êtes en train d'y faire, la surface qu'elle fait, le prix, on veut tout savoir. Du coup c'est une maison, alors on a commencé en fait il y a 3 ans déjà, on a commencé par faire les fondations. Puis là du coup on y travaille à peu près, moi j'arrive à dégager un tiers de mon temps à peu près sur la maison, selon la saison, quand c'est plus calme à la pépinière. Et puis on s'est fait aider aussi, donc pour avoir une idée du temps, tout ça, on s'est fait aider aussi par un ami là qu'on a embauché un peu. Donc en gros c'est charpente en bois, coffrage en paille, isolation en paille, c'est un mur en paille. Ça, ouais. Et après vous rajoutez en fait, vous venez dessus mettre de la terre. Ouais, c'est un enduit terre, enfin c'est du torchis on appelle ça, c'est de la terre mélangée avec de la paille qui vient servir juste à recouvrir les murs et qui apporte aussi de l'inertie à l'intérieur. Et du coup la structure principale qui porte la charpente c'est un poteau poutre en bois, donc c'est vraiment. Et du coup l'ossature ensuite on peut voir de plus près si tu veux, c'est une ossature secondaire qui sert juste à tenir les bottes de paille, qui du coup est beaucoup plus légère. Le mur paille c'est la largeur d'une botte de paille, alors du coup c'est généralement les standards c'est 37 par 47. La botte de paille elle est plus isolante quand on la met à champ en fait, donc sur sa plus faible largeur. Elle est plus isolante sur 37 que si on la mettait à plat sur 47. Donc généralement les ossatures sont conçues comme ça pour les mettre sur cette largeur là. Cette maison concrètement au niveau de la surface au sol et de la hauteur sous plafond, on est à combien? Parce qu'elle a l'air quand même vachement grande quoi. Alors elle est vachement haute surtout. En fait on a un peu tripé sur les plans, on n'est pas très bon sur tout ce qui est la partie chiffrage nous, enfin moi surtout. On a regretté après au niveau des espaces, on s'est rendu compte assez vite que ah ouais en fait c'est grand et c'est haut aussi. Et du coup en termes de surface, pardon parce que c'est ta question, ça fait 123 mètres carrés habitables au sol. Ouais. Et donc on a fini en priorité le bas parce que en haut ça va pas être enduit, c'est une autre finition, mais en bas on enduit de terre, donc là on voit encore bien les montants et ça c'est la terre du terrain en fait du terrassement. Donc faut pas utiliser de la terre végétale, hein, c'est la terre minérale, donc après la première couche. Et du coup c'est marrant parce qu'on voit il y a quand même des graines qui arrivent à se promener parce que c'est de la paille de blé, donc là c'est du blé qui pousse sur le mur puis qui va sécher bientôt parce que. Donc là il faut attendre que ça sèche, c'est ça? Là faut attendre que ça sèche, c'est pour ça que là on est encore dans la bonne période pour faire ce genre de truc parce que après il va faire plutôt froid, humide, donc c'est bien de les réaliser, je crois, jusqu'à fin septembre, selon les régions, quoi. Là, tu vois une petite coupe là, du mur pour voir un peu le système là, d'ossature, en fait, parce que là, on voit vraiment encore la botte de paille, donc elle est vraiment... En fait, vous compressez la botte de paille entre les deux murs? Ouais, c'est ça, il y a une ossature double, il y a 2 montants de part et d'autre, tous les 60 cm à peu près, et les bottes de paille sont mises à plat
comme des briques en fait en quinconce. Du coup elles sont tenues vraiment, elles sont mises en compression, c'est important qu'il y ait vraiment... Elles sont maintenues par des lithos là qu'on voit pas en fait. Horizontalement il y a un litho, tout chaque rang de botte de paille il y a un litho, un bout de bois en fait traversant qui vient reprendre la compression aussi sur la hauteur. Donc ça rigidifie l'ensemble. Et comment vous allez faire pour l'isoler est-ce que vous allez mettre de la chaux par exemple pour isoler? Alors à l'extérieur il y a un enduit chaud parce que bon ici on n'est pas dans des régions c'est trop pluvieux où on pourrait laisser de la terre comme ça se lessiver. Cela dit ça tient longtemps, hein. Il y a souvent des maisons paille qui attendent les enduits chauds pendant des années et en fait la terre elle se fait lessiver un petit peu mais ça peut tenir longtemps. Donc à l'extérieur ce sera un enduit à la chaux avec une première couche où on va mêler un peu de chaux avec de la terre pour pouvoir faire la cohésion, le lien entre les différents matériaux. Et ici ça va être rendu à la terre. Donc là, là c'est vraiment la couche de corps en fait, la première on va dire. Et par-dessus là, on va venir tramer chaque montant et faire une couche d'enduit, terre, sable, un peu de fibre si on veut éviter un peu le retrait et qui va permettre de reprendre un peu la planité du mur. Et par-dessus ça, ensuite, on fera un enduit de finition, mais là, ce sera probablement une terre qu'on va acheter parce que c'est une très faible épaisseur, c'est 5000 un enduit de finition. Donc ça fait pas des gros volumes de matos et du coup, il faut qu'elle soit tamisée et surtout, on peut choisir des teintes plus claires. On s'est rencontrés avec Morgane, on était tous les deux en camion et on avait un peu cette envie de poser un peu les bagages, s'ancrer quelque part, de faire du jardin, d'avoir des poules, voilà, des rêves de vie paysanne. Et finalement, je crois que c'était cette envie de me sentir un peu, de faire un truc qui ait du sens, où je me sente un peu utile, un peu au service du vivant. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire comme ça, mais enfin, ce qui m'anime vraiment là aujourd'hui, ce que je vois sur ce lieu là, ce qui me touche et qui me donne l'énergie de faire ce qu'on fait, c'est là, tu vois, la petite libellule qui est en train de voler au-dessus du bassin, qui est là depuis 2 semaines. Ah oui. Et de voir que en fait c'est facile d'amener de la vie autour de soi en fait si on prend un peu soin de c'est aussi facile de la détruire et, ouais. Moi j'ai pas trop de choses à rajouter sur ce qui me porte aujourd'hui, c'est aussi ça, de voir la vie qui s'épanouit, d'avoir aussi avec nos enfants, pour moi ça a du sens de leur proposer ce cadre de vie. Ça fait du bien de regarder des oiseaux voler, de regarder des fleurs pousser, enfin on propose juste d'essayer de faire ça n'importe où, parce qu'il y a de la nature aussi en ville. Quand on se fait ce bien-là, on a envie de le protéger, de planter encore plus de fleurs, de profiter des instants présents. Voilà, la nature et les instants avec la nature, ils sont précieux. Choisir une vie comme ça, c'est pas s'exclure de la société. Voilà, que ça peut faire peur, j'imagine, parce que c'est pas le modèle qu'on sert. Même nous, on a des fois des remises en cause quand on est entouré des personnes qu'on aime et qui n'ont pas choisi ce modèle. On se pose des questions sur est-ce que c'est vraiment ça qui va nous rendre heureux ou pas. Donc c'est pas forcément un mode de vie qu'on choisit pour s'exclure de la société. Au contraire, on crée des choses. Et puis moi, je suis pas du tout contre la société. Voilà.